Bon, je pense qu'on va pouvoir y aller, démarrer tranquillement. Donc déjà, on est ravis de vous retrouver pour ce quatrième webinaire d'actualité sociale qui vous sera présenté par Candice Pionnier, qui est la responsable adjointe du service juridique, et Emeline Prou, qui est juriste consultante en droit social. Avant de commencer, je vais juste faire une petite présentation rapide de Soreco pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore et notamment pour vous présenter des nouvelles prestations qu'on peut vous proposer depuis le début de l'année. Donc rapidement, Soreco, c'est une PME familiale qui est dirigée par Jean-Marie Charbonnier et son fils Clément. Aujourd'hui, Soreco comprend 70 collaborateurs à peu près, collaborateurs et experts, pour vous accompagner dans tout ce qui a trait à la recherche d'économies, la gestion de la paye et l'optimisation de processus RH. Nous vous accompagnons essentiellement sur deux parties. Alors, il y a la partie RH, avec l'accompagnement juridique où on vous propose le pack conseil, pour ceux qui connaissent, sur toute la gestion de vos salariés, de leur entrée jusqu'à leur sortie. On propose aujourd'hui et depuis le début de l'année un nouveau service qui tourne autour du taux AT. Donc là, c'est de vous accompagner sur toute la phase déclarative pour déclarer vos accidents du travail et maladies professionnelles et également sur la phase d'optimisation de votre taux AT lui-même via notamment votre compte employeur. Et on intervient également sur cette partie RH sur la loi Guesso. Là, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner sur des prestations de transport que vous avez effectuées sur lesquelles vous n'êtes pas payé. Vous n'avez pas réussi à vous faire payer. Et donc là, il y a toute une procédure sur laquelle on peut vous conseiller pour justement réussir à vous faire payer votre facture de transport. Deuxième partie qui est la paye, où là, on peut vous proposer soit d'externaliser vos payes complètement chez Soreco, ou alors de vous mettre à disposition le logiciel Silae, notamment. Voilà pour cette petite présentation rapide. Si vous avez des questions sur toutes ces prestations de services, vous voulez des détails un peu plus complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera en mesure de pouvoir fixer un rendez-vous et de pouvoir échanger directement. Avant de passer la parole à Candice et Emeline, juste vous préciser que cette revue d'actu devrait durer entre 45 minutes et 1 heure selon les questions que vous avez. Et pour vos questions, n'hésitez pas à les inscrire, les préciser dans le chat, hein. Ce sera plus facile de pouvoir interagir avec vous via ce chat. Et au fur et à mesure, Candice et Emeline vous apporteront les réponses. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et puis une bonne journée ensuite. À vous les filles. Merci Claire. Alors effectivement, nous allons aborder lors de ce webinaire différentes thématiques. On va notamment faire un focus sur les entretiens professionnels et individuels. Vous le savez certainement, les entretiens professionnels notamment doivent être réalisés tous les 2 ans et c'est une partie très importante à faire pour l'employeur. On va également aborder des sujets d'actualité sociale, notamment avec la loi de finances 2025, donc qui a créé un nouveau dispositif qui est l'APLDR, l'activité partielle de longue durée rebond. On va évoquer également les aides au contrat d'apprentissage et d'autres mesures qui sont en cours. On finira ensuite par une actualité de jurisprudence avec 4 jurisprudences récentes, des cas que vous avez peut-être rencontrés également au sein de vos sociétés et qui pourront très certainement vous intéresser. Je laisse la parole à Emeline donc pour les entretiens professionnels et individuels. Merci Candice. Il existe différents types d'entretiens entre l'employeur et le salarié et il arrive que nos clients confondent un peu leurs objectifs. Donc on va tenter de clarifier un peu la situation. Premièrement, donc l'entretien professionnel est obligatoire. Il a pour but d'échanger sur les perspectives d'évolution professionnelle des salariés et d'informer sur les dispositifs comme le CPF, le CEP et la VAE. L'entretien annuel d'évaluation, lui, est facultatif. Il a plutôt pour but, enfin c'est un outil de management en fait qui a pour but d'échanger sur l'année écoulée et ce sera l'occasion d'en faire un bilan. Il faut noter que ces 2 entretiens peuvent être organisés le même jour, mais il faut vraiment être vigilant à bien les séparer. Donc il faut vraiment faire une première étape en abordant tout l'entretien professionnel et une seconde qui viendra se distinguer, sur l'entretien annuel d'évaluation.
commence par l'entretien professionnel qui va concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Pour vous dire, même nous, là, actuellement, on est en pleine période d'entretien professionnel, donc tous les salariés du cabinet y passent, on va dire, et ça concerne tous les salariés. Donc, quel que soit le type de contrat, CDI, CDD, contrat d'apprentissage, ça concerne vraiment tout le monde. Concernant l'animation, il n'y a aucune obligation légale, donc l'employeur peut s'en charger directement ou bien déléguer la tâche au manager du salarié ou un membre de l'équipe RH selon la structure de l'entreprise. Il y a des fréquences obligatoires pour cet entretien professionnel, donc ce sera tous les 2 ans, sauf accord contraire. Donc tous les 2 ans, on va parler d'entretien classique. En revanche, tous les 6 ans, on va devoir organiser un entretien plus global, donc un entretien d'état des lieux récapitulatif. On abordera toujours, enfin dans les 2 cas, le parcours professionnel du salarié. Au-delà des fréquences obligatoires récurrentes, on va avoir les entretiens de reprise d'activité. Donc par exemple, à la suite d'une longue absence pour maladie ou après un congé maternité, un congé sabbatique, eh bien, l'employeur va devoir organiser un entretien professionnel. Il existe un cas particulier après un mandat syndical ou un mandat important de représentation du personnel titulaire. Donc dans ce cadre-là, il est prévu par la loi un, un entretien de fin de mandat, mais comme il a les mêmes objectifs que l'entretien professionnel, la pratique admet, enfin l'employeur peut les confondre. Voilà, comme c'est les mêmes objectifs, il y a pas de souci pour les mélanger. Dans tous les cas, l'employeur doit convoquer le salarié à l'entretien professionnel, donc par tout moyen, courrier, mail, vraiment conférence, date certaine. On doit forcément laisser un délai raisonnable aux salariés pour pouvoir se préparer, idéalement 1 mois. C'est ce qu'on préconise nous à nos clients. L'entretien professionnel doit être organisé pendant les heures de travail et sur le lieu de travail, et l'employeur a la possibilité, s'il le souhaite, de proposer des documents de préparation aux salariés pour une préparation idéale. Cet entretien, c'est l'occasion, pour l'employeur et le salarié de discuter de l'employabilité et des perspectives professionnelles du salarié. Donc là, sur le support, on vous a mis un exemple de déroulé, une proposition de déroulé de l'entretien. Donc on va commencer par accueillir le salarié, on va lui rappeler les objectifs de l'entretien, donc lui expliquer si c'est l'entretien périodique, donc tous les 2 ans ou tous les 6 ans, ou si c'est plutôt un entretien, de reprise d'activité. On va dresser le bilan des actions et des formations qui ont été suivies sur la période écoulée. On va également identifier les compétences, à développer donc pour le salarié. On va exposer les projets de l'entreprise et les besoins en compétences. On va également définir un projet professionnel et on va discuter des actions qui peuvent mener à ce projet professionnel. Et à la toute fin de l'entretien, on va établir une synthèse orale, bon, assez rapide, avec le salarié, mais il faudra faire aussi une synthèse écrite de l'entretien. Cette synthèse écrite, elle va prendre la forme d'un compte-rendu, qui devra être signé par les 2 parties et dont chaque partie conservera un exemplaire. C'est dans un souci de preuve, voilà, en cas de contrôle, vous devez pouvoir attester, avoir bien organisé les entretiens professionnels comme il s'agit d'une obligation légale. Et donc ce compte rendu, il doit mentionner des éléments essentiels comme la date, l'objet de l'entretien, le poste occupé, par le salarié au moment de l'entretien, les informations sur l'animateur, donc qui a animé, quel est son poste. On va aussi retracer l'historique, des formations et informer sur les dispositifs. Si toutefois le salarié refusait de participer à l'entretien ou de signer le compte rendu, on conseille vraiment à nos clients de garder la trace de la convocation ou la trace du refus exprimé par le salarié. Au-delà de l'obligation d'organiser les entretiens professionnels, l'employeur doit pouvoir attester que le salarié a soit bénéficié d'une formation autre qu'une formation obligatoire, soit acquis des éléments de certification, soit bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Donc au niveau des sanctions, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur va devoir verser, enfin créditer le compte le CPF à hauteur de 3 000 € par salarié concerné, et s'il ne le fait pas ou pas suffisamment, il devra verser au Trésor public un montant majoré de 100. Par contre, pour les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas forcément de sanctions prévues par le code du travail. Seulement si en cas de contentieux, un salarié arrive à prouver qu'il a subi un préjudice du fait du manquement de l'employeur, il pourra percevoir des dommages d'intérêt. L'entretien annuel d'évaluation, donc lui est facultatif, permet à l'employeur d'évaluer les compétences professionnelles du salarié. Si l'employeur décide de l'organiser, il doit avoir lieu tous les ans,
sauf périodicité différente, donc il peut choisir de le faire tous les 6 mois. C'est qu'un exemple. Donc ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, une nouvelle fois, et tous les salariés, peu importe le type de contrat. Attention pour les entreprises qui ont un CSE, avant la mise en place, il faudra informer et consulter ce CSE. Pour l'animation, c'est pareil que pour l'entretien professionnel, ça peut être l'employeur directement, le manager du salarié ou un membre de l'équipe RH. Une nouvelle fois, on va venir prévenir le salarié suffisamment tôt. On peut le convoquer par oral, mais on recommande quand même de le faire par écrit, toujours dans un souci de preuve. Cet entretien annuel d'évaluation est l'occasion d'évoquer les compétences métiers du salarié, donc j'entends par là les compétences techniques, mais également, et il ne faut pas l'oublier, les aptitudes relationnelles. Donc comment le salarié interagit avec ses collègues, sa hiérarchie, la clientèle, etc. Pour la formalisation, voilà, il faudra également établir un compte-rendu dont le salarié peut demander un exemplaire. Si le salarié venait à refuser de se soumettre à l'entretien annuel d'évaluation auquel il est convoqué, il s'expose à une sanction disciplinaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, visiblement, Emeline, on n'a pas de questions à ce Ok. sujet. Donc, on va pouvoir passer au sujet suivant. Je passe. Merci. Alors, le sujet suivant est l'activité partielle de longue durée rebond. Donc, l'APLDR est un nouveau dispositif qui a été créé par la loi de finances de 2025, donc du 14 février 2025. C'est un dispositif qui est inspiré d'un autre dispositif que vous connaissez certainement, qui est l'activité partielle de longue durée, donc l'APLD, qui avait été instauré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Là, on va être à peu près sur le même schéma, sauf que le but de l'APLDR va être d'aider les entreprises qui rencontrent des difficultés financières. On va les aider comment? En fait, on va les aider en évitant les licenciements pour motif économique et de fait, en sauvegardant l'emploi. Concrètement, comment ça se passe? Donc, l'entreprise va réduire l'activité de ses salariés. En réduisant l'activité de ses salariés, donc vous l'aurez compris, les salariés vont avoir une baisse de rémunération au niveau de leur salaire, mais ils vont pouvoir bénéficier en fait d'une indemnisation qui sera versée par l'employeur et qui va viser à compenser en fait cette perte de salaire. En parallèle, lui, l'employeur, va percevoir sous forme d'allocation en fait un remboursement partiel de l'État. À ce jour, on est toujours dans l'attente du décret d'application qui doit préciser certaines modalités et notamment préciser le montant de l'allocation que va percevoir l'employeur et également les indemnités, des salariés. L'APLDR donc est une mise en place qui est décidée par l'entreprise. Il faut garder à l'esprit en fait que, l'employeur, vous êtes maître en fait de mettre en de vous êtes, c'est vous en fait qui allez décider de mettre en place ce dispositif. C'est pas quelque chose que vous allez subir, bien au contraire, enfin c'est pas, ça va être différent par exemple du redressement judiciaire où là, c'est prononcé par le tribunal de commerce et vous allez subir la décision du tribunal de commerce. Non, là, en l'espèce, c'est vous qui allez décider de mettre en place ce dispositif. Comment vous allez décider de le mettre en place? Donc, ça va être mis en place soit par la voie d'un accord d'établissement d'entreprise ou de groupe, soit par le biais d'une décision unilatérale de l'employeur, donc une DUE. Cette DUE, elle sera mise en place après consultation du CSE. La loi a prévu dans le texte des mentions obligatoires, ce que doit contenir l'accord. Nous allons devoir, prévoir la durée d'application de l'APLDR. On va devoir également prévoir les activités et les salariés concernés. L'APLDR c'était pas obligatoire qu'elle concerne tous les salariés. Il peut y avoir certains secteurs d'activité concernés et elle va prévoir également les réductions de l'horaire de travail qui vont pouvoir donner lieu à indemnisation. Un autre point important, le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de maintenir l'emploi. L'accord va devoir prévoir des engagements à ce sujet.
On va prévoir des actions, notamment des actions proposées aux salariés pour développer leurs compétences. Ça va être sous forme de formation classique, de VAE, d'apprentissage par exemple. Le but étant que l'employeur prenne un véritable engagement, donc pour sauvegarder l'emploi. C'est un véritable engagement pour l'employeur et les salariés vont devoir tous recevoir une action de formation. L'autorité administrative va même d'ailleurs contrôler, en fait, elle va s'assurer du respect de ces engagements. Donc c'est vraiment très important, hein. La loi axe bien sur, ce côté-là, les actions de formation qui vont être prévues, les engagements spécifiques que va devoir prendre l'employeur. Donc l'autorité administrative va s'assurer du respect et elle pourra même demander, en cas de manquement par l'employeur, le remboursement des allocations. Donc, l'autorité administrative va intervenir a posteriori, donc pour s'assurer du respect des engagements de l'employeur, mais elle va également intervenir en amont, c'est-à-dire que l'autorité administrative va devoir être informée et même plus, elle va devoir valider donc l'accord ou la DUE. C'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, une fois que vous aurez conclu cet accord ou que vous aurez mis en place la DUE au sein de votre entreprise, vous allez devoir transmettre l'accord ou la DUE à l'administration qui va, de son côté, devoir valider ou homologuer. Là, la loi prévoit 2 délais différents. On a 2 délais. Le premier délai est un délai de 15 jours pour notifier, la décision. Donc l'administration va avoir un délai de 15 jours pour l'accord, pour, notifier sa décision et un délai de 21 jours pour la DUE. En l'absence de réponse, donc si vous n'avez pas de réponse dans ce délai de 15 jours ou de 21 jours, on considère que c'est une décision implicite. Ça ressemble un petit peu, ce mécanisme ressemble un petit peu à ce que vous connaissez peut-être, qui est pour la rupture conventionnelle, où effectivement, on va demander l'accord à l'administration pour valider la rupture conventionnelle et à défaut de réponse dans un délai de 15 jours, on considère que c'est une homologation tacite. Mais là, en fait, ça va être le même système. À l'issue du délai, ça sera une homologation tacite si l'administration ne répond pas. Si elle répond, l'administration va devoir notifier sa décision au CSE lorsqu'il existe et également aux organisations syndicales qui ont conclu l'accord. En cas de décision implicite, donc c'est l'employeur qui va devoir informer le CSE ou les organisations syndicales. Et les salariés, quant à eux, ils vont devoir également être informés, donc par tout moyen. Donc on va le faire par voie d'affichage ou tout autre moyen qui permettra de conférer une date certaine. Pour passer à un autre sujet, récemment, il y a eu des thématiques liées au contrat d'apprentissage qui ont subi quelques modifications. Un récent décret fixe alors des nouvelles règles relatives aux aides versées aux employeurs d'apprentis. Ces nouvelles règles s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus entre le 24 février 2025 et le 31 décembre 2025. Premièrement, dans les entreprises de moins de 250 salariés, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme inférieur ou égal au niveau 4, donc baccalauréat, une aide unique est versée à l'employeur à hauteur de 5 000 €. Pour mémoire, jusqu'à présent, l'aide atteignait les 6 000 €, donc jusqu'au 23 février. Dans le cadre des contrats d'apprentissage visant un diplôme de niveau 5 jusqu'au niveau 7, donc bac+2 à bac+5, l'employeur peut percevoir une aide exceptionnelle de 5 000 €. Ces aides sont versées tous les mois pendant la première année du contrat uniquement. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, dans le cadre de contrats d'apprentissage visant un diplôme de niveau inférieur ou égal au niveau 7, donc bac+5, l'employeur peut percevoir une aide exceptionnelle de 2 000 €. Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu avec une personne handicapée, le montant de l'aide exceptionnelle atteint les 6 000 €. Pour pouvoir bénéficier de ces aides, l'employeur doit transmettre à l'OPCO le contrat d'apprentissage. Donc ça, ce n'est pas une nouvelle règle, on fonctionnait comme ça jusqu'à maintenant. Ce qui change par contre, c'est que l'employeur dispose d'un délai maintenant de 6 mois après la conclusion du contrat pour transmettre le contrat à l'OPCO.
Il est également désormais impossible de bénéficier 2 fois d'une aide avec un même apprenti pour une même certification. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a également modifié le régime social des contrats d'apprentissage. Donc sont concernés les contrats conclus depuis le 1er mars 2025. Le seuil d'exonération des cotisations salariales est plafonné à 50% du SMIC contre 79 avant. Donc si l'apprenti gagne moins de 900,90 €, il est exonéré de cotisations sociales. Par contre, s'il va toucher plus de 900,90 €, il sera soumis aux cotisations salariales. Il y a aussi une nouvelle nouveauté. Donc, avant, la rémunération des apprentis était totalement exonérée de CSG, CRDS. Mais depuis le 1er mars 2025, si un apprenti est payé plus que la moitié du SMIC, il devra payer ses contributions sociales sur la partie de son salaire qui excède ce seuil. Alors, maintenant, on va aborder une autre nouveauté de 2025 qui concerne les indemnités journalières de sécurité sociale. En effet, on a un décret du 20 février 2025 qui a été publié au JO du 21 février 2025 qui a modifié donc le plafond des IJSS en cas de maladie. À ce jour, donc les IJSS qui sont versés par la sécurité sociale en cas de maladie sont calculés donc sur la base des salaires des 3 mois précédant l'arrêt de travail. Ça ne change pas. Mais on a une limite. Le plafond est de 1,8 SMIC. Pour les arrêts de travail qui vont débuter à compter du 1er avril 2025, le décret va abaisser ce plafond à 1,4 SMIC. Donc on va passer concrètement de 1,8 SMIC à un plafond qui sera de 1,4 SMIC. Les conséquences ne sont pas neutres du tout, hein, vous vous en doutez. Cela entraîne une perte d'indemnisation pour certains salariés avec l'abaissement du plafond et de ce fait, une augmentation aussi de l'indemnisation à la charge de l'employeur en cas de maintien de salaire. Puisqu'en cas de maintien de salaire, l'employeur devra prendre en charge une part plus importante puisque le plafond est abaissé à 1,4 SMIC au lieu de 1,8. Cette mise en place, en fait, est à compter du 1er avril 2025, mais elle ne va concerner donc que les arrêts de travail qui vont être prescrits à compter de cette date. On va maintenant faire un petit point sur les négociations annuelles obligatoires dans le TRM. Donc, il y a eu l'entrée en vigueur de l'avenant 79 le 6 février relatif aux frais de déplacement des ouvriers dans le TRM. Donc voilà, vous pouvez voir la grille applicable aux entreprises adhérentes des organisations signataires, donc à savoir FNTR et TLF. Donc c'est la colonne du milieu, voilà, sur le support. Donc pour les autres entreprises, donc les non adhérentes, c'est la colonne de droite sur le support. On va devoir attendre l'arrêté d'extension donc pour se voir appliquer les mêmes taux. Les avantages en nature ont également fait l'objet de modifications, notamment sur les véhicules de fonction. Les nouvelles règles applicables sont applicables dès la paye de février 2025. Donc si le véhicule a été mis à disposition avant le 1er février, on va appliquer les anciennes règles. Par contre, si le véhicule a été mis à disposition à partir du 1er février, on va appliquer les nouvelles règles que je vais expliquer brièvement. Pour les voitures thermiques, il y a eu une hausse des pourcentages applicables. Les véhicules de moins de 5 ans vont voir leur taux augmenter, le taux de 9% du coût d'achat est porté à 15%. Il sera porté à 20% si l'employeur prend en charge les dépenses de carburant. Et pour les véhicules de plus de 5 ans, le taux de 6% est porté à 10% et il sera porté à 15% si l'employeur prend en charge les dépenses liées au carburant. Concernant les véhicules électriques, les modifications sont plus avantageuses pour inciter les employeurs à modifier leur flotte automobile. Donc il y a le maintien de l'exonération des frais de recharge électrique qui sont pris en charge par l'employeur et une diminution de la valeur avantage en nature de 70%. Donc avec un plafonnement de cet abattement à 4,582 € par an contre 1,80 € par an jusqu'à présent.
Il y a aussi du nouveau concernant le suivi de l'état de santé des salariés. Un arrêté fixe les nouveaux modèles utilisés par les professionnels de santé. Donc, on va avoir un modèle d'attestation du suivi individuel de l'état de santé, un modèle d'avis d'aptitude, un modèle d'avis d'inaptitude et un modèle de proposition de mesures d'aménagement de poste. Cette réforme intervient après un premier projet qui avait finalement été annulé. La réforme va entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2025. Donc il faudra faire attention à partir de cette date que les professionnels de santé utilisent les bons modèles. On va constater alors, une petite précision sur l'avis d'inaptitude concernant les dispenses de reclassement. Donc, l'avis va enfin la petite mention va rappeler que la consultation du CSE s'impose seulement en cas de recherche de reclassement. Donc si l'employeur est dispensé de recherche de reclassement, il n'aura pas à consulter le CSE. Il y a également l'ajout d'une petite case pour que le salarié puisse signer et attester qu'il a bien reçu et pris connaissance de l'avis rendu par le médecin du travail. Dernière actualité sociale concernant le CDD multi-remplacement qui arrive à échéance. Le principe de base, est que le salarié ne peut pas être embauché en CDD pour remplacer plusieurs salariés en même temps. Une exception temporaire donc fixée du 13 avril 2023 au 13 avril 2025 autorisait qu'un même salarié puisse remplacer plusieurs personnes avec un seul CDD, mais ça valait seulement pour des secteurs, d'activité éligibles, dont le transport. Donc soyez vigilants, voilà, dans moins d'un mois, il sera plus possible de recourir à ce type de CDD multi-remplacement. Alors, est-ce qu'il y a des petites, Oui, questions? on a une petite question donc, qui concerne le contrat d'apprentissage. L'exonération plafonnée à 50% est-elle rétroactive ou uniquement sur les nouveaux contrats d'apprentissage? Alors, elle n'est pas rétroactive. Ça concerne vraiment les contrats conclus entre le 24 février 2025 et le 31 décembre 2025. Donc si le contrat est signé pendant cette période, on applique, voilà, cette exonération plafonnée à 50%. Ok, merci. Donc, nous en avons fini avec les nouveautés législatives. Et nous avons souhaité, donc comme je vous le disais au début, nous avons souhaité aborder 4 jurisprudences récentes, donc qui traitent de sujets auxquels vous pourriez tous être confrontés. Donc le premier arrêt est un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024 et il concerne la mise à pied disciplinaire d'un salarié protégé. Alors, si vous avez déjà rencontré, ce type de problématique, que vous avez souhaité mettre, à pied un salarié protégé, si vous avez souhaité notifier une mise à pied disciplinaire d'un salarié protégé, si vous nous avez appelé, si vous avez appelé le service juridique, on vous a répondu que, cette mise à pied à titre disciplinaire ne peut être faite que si vous informez le salarié protégé de son droit de refuser. En fait, jusqu'à présent, c'était vraiment l'idée. L'idée était, que le salarié protégé pouvait refuser, en fait, cette mise à pied disciplinaire parce que, on ne peut pas imposer une modification du contrat de travail à un salarié protégé sans son accord. On était confronté à un problème, bien évidemment, si vous notifiez une mise à pied disciplinaire à un salarié, si vous lui offrez la possibilité de refuser, c'est sûr qu'à 99 voire 100 des cas, il va refuser cette mise à pied disciplinaire. On se retrouvait donc dans une problématique, soit on devait choisir une autre sanction. Dans ces cas-là, on pouvait se diriger vers l'avertissement, mais qui est quand même, moins élevé, hein, que la mise à pied disciplinaire. Soit on pouvait s'orienter vers le licenciement. Encore faut-il que le licenciement enfin, encore faut-il que la faute commise par le salarié puisse justifier un licenciement. Et vous le savez aussi, qui dit salarié protégé dit demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail et donc dans ces cas-là, avec le risque que le licenciement soit refusé par l'inspection du travail. Quel était notre cas d'espèce? Donc, en l'espèce, on avait un salarié protégé qui s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours. Il a saisi le conseil de prud'homme pour faire annuler cette mise à pied à titre disciplinaire.
Sa demande est remontée jusqu'à la Cour de cassation et concrètement, qu'est-ce qui a été demandé à la Cour de cassation de juger? En fait, la Cour de cassation a dû répondre à une question. Un salarié protégé doit-il être informé de son droit de refuser une mise à pied à titre disciplinaire? Et la Cour de cassation s'est positionnée pour la première fois de façon très claire. Donc, elle nous a indiqué d'abord que la mise à pied à titre disciplinaire n'est pas une modification du contrat. Et dans ce cas, on n'a pas à demander l'accord du salarié protégé et il ne peut donc pas refuser une mise à pied à titre disciplinaire qui lui est notifiée. La seule obligation pour l'employeur est d'avoir un règlement intérieur. Donc, vous le savez, pour les entreprises qui ont un effectif supérieur à 50 salariés, le règlement intérieur est obligatoire. Et dans ce cas, pour pouvoir notifier une mise à pied à titre disciplinaire, il faut que le règlement intérieur le prévoie et prévoit également sa durée. Au-delà de ça, donc la Cour de cassation a finalement tranché et elle a indiqué, donc dans un attendu très clair, que le salarié protégé pouvait se voir notifier une mise à pied à titre disciplinaire. Elle a fait une petite précision également sur le mandat, en précisant donc que la mise à pied à titre disciplinaire n'avait pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat du représentant du personnel. Et que donc, dans ce cas, le salarié protégé devait être traité comme un salarié, comme un autre. Et donc, on pouvait largement lui notifier une mise à pied à titre disciplinaire sans avoir besoin de recueillir son accord. On va rester dans la thématique disciplinaire en abordant la procédure de licenciement et plus spécifiquement la non-réception de la convocation. On connaît le principe établi par le Code du travail qui impose une procédure lorsque l'employeur va notifier une sanction ou un licenciement à l'encontre d'un salarié. Donc on va envoyer un courrier de convocation soit en recommandé, on peut aussi le remettre en main propre, mais dans tous les cas, on doit respecter un délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable. Le but de ce délai de 5 jours est de laisser au salarié le temps de préparer sa défense et de chercher une assistance. Si le délai n'est pas respecté, on constatera une irrégularité de procédure. Pour décrire un peu le cas d'espèce, l'employeur avait envoyé une convocation en courrier recommandé donc à la salariée concernée, sauf que la salariée était absente de son domicile. La Poste n'a pas jugé utile et a fait une erreur en ne délivrant pas d'avis de passage. Donc la salariée n'a jamais récupéré son courrier et n'a donc jamais reçu de convocation à entretien préalable. Elle ne s'est pas présentée, donc l'employeur a poursuivi la procédure et l'a licenciée pour faute grave. Sauf qu'elle a saisi le conseil prud'homal pour non-respect des procédures. La Cour de cassation a retenu que la procédure de licenciement était irrégulière car la salariée n'a jamais reçu de convocation, et ce, même s'il s'agissait d'une erreur de la Poste. Donc ça peut paraître un peu sévère en tant qu'employeur, mais elle s'explique, mais cet arrêt et cette décision s'expliquent par le fait que la salariée n'a pas pu bénéficier de ce délai de 5 jours ouvrables prévu par le Code du travail. La solution aurait été différente si la salariée avait reçu l'avis de passage et qu'elle n'avait volontairement pas été retirée sa lettre de convocation. Alors, nous allons aborder maintenant le troisième arrêt rendu par la Cour de cassation qui date du 9 octobre 2024 et qui est très intéressant parce qu'il s'agit d'un conducteur routier. En l'espèce, on a un conducteur routier en fait qui va contester son licenciement, mais il va également contester 3 avertissements qu'il a reçus. Alors là, on va pas s'intéresser, au licenciement, donc à la contestation de son licenciement, mais on va s'intéresser plutôt aux 3 avertissements qu'il conteste. Parce que ces avertissements lui ont été notifiés pour quelles raisons? Alors, dans les faits, on va remonter un petit peu en arrière, ce qui se passait lors de la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié. À la fin de chaque repos, le salarié, donc pour connaître ses horaires de travail, devait contacter l'exploitation pour connaître donc ses heures de prise de poste. Et s'il ne contactait pas l'exploitation, c'est l'exploitation qui l'appelait. Il l'appelait donc quand? Pendant ses heures de repos.
et sur son téléphone personnel. Donc pendant des années, ils vont fonctionner de cette façon, mais un jour, le salarié arrête d'appeler ou arrête de répondre aux services d'exploitation, donc pendant ses heures de repos et sur son téléphone personnel. Toute la problématique va être là. La Cour de cassation va donner raison aux salariés, en fait. Elle va donner raison aux salariés parce que elle va estimer que le salarié n'a pas à être joignable sur son temps de repos, ni sur son téléphone personnel. Alors, bien entendu, on connaît ces problématiques, vous nous les avez souvent exposées, hein, on est confronté à ce genre de cas. Vos conducteurs routiers, bien souvent, n'ont pas, de téléphone professionnel. Alors, bien souvent, c'est par choix, parce qu'ils préfèrent garder leur téléphone personnel, parce que ça les embête d'avoir un deuxième téléphone. Mais c'est des sujets qu'on aborde très souvent avec vous. En fait, un conducteur routier, finalement, n'a pas l'obligation de répondre sur son téléphone personnel. Moi, de même, voilà, si je ne souhaite pas répondre sur mon téléphone personnel, on ne peut pas considérer, que c'est une faute. Et en fait, cet arrêt va rappeler que ça ne doit pas être un mode de fonctionnement. Le fait de contacter régulièrement le salarié sur son téléphone personnel et pendant ses heures de repos ne doit pas être un mode de fonctionnement. Et quand bien même ça le serait, vous ne pouvez pas sanctionner le salarié parce qu'il ne répond pas à son téléphone personnel. Alors, il faut quand même nuancer cette décision. Ça va pas être une interdiction absolue, hein, de contacter votre salarié. Bien entendu, vous allez pouvoir le faire en cas de besoin. Encore une fois, on connaît très bien vos problématiques dans le secteur du transport. Vous avez très souvent des absences qui sont imprévues. Voilà, des salariés qui ne vont pas se présenter sur leur poste de travail, vous ne savez pas pourquoi. Ou vous avez également même des contraintes de vos clients, hein, des contraintes même de vos clients, avec des délais à respecter qui sont très courts, des commandes du jour pour le lendemain. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cet arrêt, c'est que vous ne devez pas tomber en fait dans quelque chose qui est imposé au salarié, de devoir répondre sur son téléphone ou pendant son temps de repos. Il faut vraiment garder en tête que ça doit être une pratique facilitatrice pour vous. D'accord? Vous pouvez, à titre exceptionnel, le contacter, mais vous ne pouvez pas lui imposer et surtout, vous ne pouvez pas le sanctionner par des avertissements. Là, en l'occurrence, et c'est ce que la Cour de cassation a eu à juger, vous ne pouvez pas sanctionner votre salarié s'il ne répond pas pendant ses heures de repos et encore une fois, sur son téléphone personnel. Enfin, le quatrième et dernier arrêt, donc un arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est la première fois, en fait, c'est la première consécration de la notion de harcèlement moral institutionnel au travail. Une sanction pénale peut être prononcée si l'existence d'un harcèlement résultant d'une politique d'entreprise conduisant en toute connaissance de cause à la dégradation des conditions de travail des salariés est constatée. Dans les faits, une plainte pour harcèlement moral suite à une politique d'entreprise impactant un quart des salariés avait été déposée par un syndicat. Ces mesures concernaient des plans de suppression de postes et un plan de mobilité interne. La cour d'appel, avait condamné 3 dirigeants et une société pour harcèlement moral institutionnel sur le fondement du code pénal et la cour de cassation est venue confirmer cette notion et consacrer cette nouvelle notion de harcèlement moral institutionnel au travail. Alors, est-ce que Des questions? donc visiblement pas de Non. questions non plus. Voilà, donc du coup, nous achevons, ce webinaire. On espère vraiment qu'il aura été intéressant pour vous, il vous aura apporté, des notions que vous ne connaissiez pas, notamment, bon, avec les nouveautés de la loi de finances, 2025. Bien entendu, si vous souhaitez approfondir ou si vous avez des questions plus précises à ce sujet, Emeline et moi-même et bien entendu toute l'équipe juridique de Soreco est là pour vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, hein. Vous connaissez nos coordonnées par mail, par téléphone et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions comme on le fait tous les jours. Mmh mh.
Et j'en profite aussi pour vous demander si vous avez des idées ou des souhaits de sujets pour les prochains webinaires, vous pouvez les renseigner dans le chat du Teams, enfin de la visio Teams, comme ça, nous, on pourra répondre à vos besoins. Et puis, Oui, et on va également envoyer une enquête aussi de satisfaction. Donc n'hésitez pas aussi à faire des propositions à ce moment-là en répondant à l'enquête, hein. C'est une enquête, voilà, ça ne durera pas très longtemps, ça vous prendra que quelques minutes, mais toutes les idées sont bonnes à prendre et on les prendra avec plaisir, voilà, pour qu'on puisse répondre au mieux à toutes vos attentes. merci beaucoup. On vous remercie pour votre attention. On espère que vous avez pris plaisir avec ce webinaire et on vous souhaite une très bonne journée.